Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour se sentir reliés les uns aux autres et pour me confier vos tourments, vos espoirs, vos rêves au 39 21 où vous attendent Paul et Jeanne ainsi que Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et vous pouvez également à tout moment réagir tout au long de ces 2 heures de libre antenne. Alors en appelant le 39 21 si vous voulez dialoguer avec un auditeur à l'antenne, avec un auditeur ou avec moi. Vous pouvez également le faire par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Alors justement, quelques mails qui m'arrivent. Et je vais vous tirer les oreilles, les petits loups, parce que j'ai beau le répéter à chaque fois, eh bien, toujours, vous me soumettez des questions comme ça par mail, et vous, en disant que vous espérez que je vous réponde, et vous ne mettez pas votre numéro de téléphone. Alors vous savez que je ne fais pas de réponse par mail, je ne fais pas de réponse hors antenne, donc il faudrait dans ces cas-là laisser votre numéro de téléphone et nous vous rappelons. Voilà. Sinon, alors, par exemple, je pense il y a Liliane qui me dit comment participer à votre émission. Eh bien, écoutez, le 39 21, et je le répéterai jamais assez. Et entre 22h30, c'est le moment d'ouverture du standard, et 1h, on est là, on est en direct tous les soirs du dimanche au jeudi. Vous pouvez réagir par mail europe1.fr, par SMS au 7 39 21. Il y a également Grégory, alors qui me dit, moi je voudrais vous poser une question, comment faire pour savoir que ma copine me trompe? Quels sont les signes qui font tilt? Bon, mais voilà, mon cher Grégory, j'ai pas de numéro de téléphone, alors vous m'appelez et puis on en parle parce que dit comme ça, évidemment, je pourrais vous dire si elle est un peu plus distante que d'habitude, qu'elle vous sent moins tendre, moins câline. Mais à côté de ça, il peut peut-être y avoir un passage à vide dans votre relation sans pour autant qu'elle vous trompe. Donc, vous voyez, vous trompez, il y a d'autres signes. Alors, bon, les auditeurs peuvent répondre. Ils ont peut-être malheureusement été confrontés à cette situation. Mais ça serait bien qu'on en parle ensemble. Clochette aussi, qui me dit, Clochette qui a un problème avec un de ses collègues qu'elle apprécie beaucoup et puis qui un jour l'a blessé. Donc, depuis, c'est un peu la guéguerre entre eux. Ma chère Clochette, vous m'appelez et on en parle. Alors il y a Khadija qui avait appelé hier pour parler de son code qu'elle avait loupé à plusieurs reprises parce qu'elle était trop stressée. Et elle dit vraiment, je voulais remercier tous les intervenants qui ont donné comme ça des petits conseils à l'antenne, en sachant que j'ai été morte de rire sous ma couette pour le coup du vin blanc, puisque c'était Françoise qui disait que voilà, elle loupait son permis, son père lui avait dit allez, bois un petit verre de vin blanc et tu vas voir, ça va aller mieux. Et elle a décroché son permis. Mais elle dit non, moi j'ai déjà le nez, j'ai un nez de clown, donc le vin pour moi ça sera non merci. Et puis je voulais saluer Christophe qui habite Zurich et qui nous écoute avec beaucoup de plaisir tous les soirs et qui me dit peut-être qu'un jour je vous appellerai pour me confier à mon tour. Alors de l'étranger, je vous précise que vous ne pouvez pas faire le 39-21, mais en revanche, si comme l'a fait Christophe, vous mettez votre numéro de téléphone sur votre mail, nous on peut vous rappeler. Voilà, donc je le répète, vous voulez une réponse à vos questions, parler avec moi, vous pouvez le faire par mail, mais vous laissez bien votre numéro de téléphone. Cette année, la libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Bonsoir Camille. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vais essayer d'être claire, mais c'est pas sûr que ce soit si bien. Enfin, je pense que allez-y. Vous allez m'aider. Oui, je vous aiderai. En fait, j'avais 2 actes de réflexion, mais comme j'ai un téléphone qui risque de... Enfin, de quoi de tomber en rade? Oui, il y a plus de batterie. Va pas tomber en rade. Moi, j'espère aussi. Bon, alors du coup, vous privilégiez qu'un axe. Voilà, on va bon, okay. L'axe, en fait, c'est que... C'est je suis suivie par une psychologue et une psychiatre depuis un certain temps, et en fait finalement c'est j'ai du mal à lâcher ça. C'est-à-dire que je culpabilise quand je commence à dire, surtout avec la psychologue, oui. De lui dire, écoutez, j'aimerais que ce soit moi, je voudrais arrêter, etc.
j'ai toujours l'impression qu'elle me dit oui, mais bon, ce serait quand même pas mal. Et finalement, j'aimerais bien savoir s'il y a eu d'autres personnes qui auraient été un petit peu comme ça, ou alors est-ce que c'est moi qui suis encore dans la culpabilité. Oui, alors c'est intéressant. C'est bon, on peut. Votre question, c'est un peu comment. Quand doit-on mettre fin à une analyse, à une thérapie finalement, ou c'est... Exactement, et puis sachant que, enfin pour moi en tout cas, le fait d'arrêter, c'est comme dire ça va mieux. Oui, en général, c'est comme ça c'est dans ce sens-là qu'on le fait. On arrête quand on va mieux. Voilà. Et c'est vous qui pouvez le décider, même si le thérapeute peut, s'il pense que ce n'est pas le moment, vous encourager à poursuivre. Parce qu'il y a des volontés d'arrêter à un moment où effectivement la personne va mieux, mais parfois parallèlement elle prend un traitement. Donc c'est ce qu'on voit d'ailleurs pour les personnes qui prennent des antidépresseurs. Elles arrêtent leur thérapie au moment où le traitement aussi fait un effet. Alors que c'est pas la meilleure des choses parce que c'est là où justement on pourrait mieux travailler parce qu'elles verbalisent mieux quand elles vont mieux. Bon, donc le thérapeute peut dire que c'est peut-être pas le moment le plus approprié, qu'il y aurait des choses à travailler maintenant, ou qu'il y a un risque peut-être de rechute. Maintenant, la personne est toujours libre d'arrêter, quitte à ce que si elle arrête trop tôt, elle peut reprendre. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est vous soulever un autre point qui est la culpabilité. Oui, complètement. Donc la culpabilité, en plus par rapport à votre thérapeute, quand vous lui dites d'arrêter, alors que vous ne faites pas ce travail pour elle ou pour Exactement, lui. Non mais tout à fait. Et en fait, j'ai l'impression à chaque fois chaque fois, il m'est arrivé d'arrêter et d'être assez nette parce qu'en fait, il y avait plutôt un désaccord parce que j'ai changé une ou deux fois de psychologue. Mais par contre, je sais pas comment formuler ça en disant que ça me chaque fois que je lui ai dit écoutez, je me sens mieux, je voudrais qu'on arrête, j'ai toujours une réponse en me disant oui mais voilà. Et vous vous laissez convaincre. Et je finis par me laisser convaincre, voilà. Bon, c'est intéressant parce que voilà. Alors que pendant un moment, vraiment, la thérapie, pour moi, c'était quand même un médicament. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose qui était difficile, mais qui m'allégeait à chaque fois. C'est important là ce que vous dites, le terme allégé, parce que généralement on retrouve quand on va mieux un sentiment de légèreté. Voilà. Là où on arrive dans les premiers temps, on semble écrasé. On dit vraiment quelque chose de très lourd, qui nous empêche parfois de travailler, d'aimer, d'avoir du plaisir. Et quand on va mieux, on retrouve ça, c'est-à-dire qu'on peut de nouveau arriver c'était Freud qui le disait, à travailler, à jouir, à aimer, à retrouver comme ça du bien-être dans sa vie. Hein. Donc, alors après se pose une autre question, c'est-à-dire savoir quand on arrête et puis la difficulté que peuvent avoir, il faut le reconnaître aussi, certains thérapeutes à lâcher eux-mêmes. Parce que cette question-là, elle se pose évidemment pour celui qui fait le travail, mais aussi pour l'analyste. Je parle là des thérapies de type analytique, hein. Que ça soit des psychothérapies de face à face. Il faut le préciser, je crois, Camille, parce que dans les thérapies comportementales, en général, c'est vraiment bien cadré. Alors justement, dans la durée. Moi, ce qui me pose question, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que on pourrait aller à l'infini voir un psychologue. J'ai l'impression que la limite avec la psychanalyse devient parfois très étroite. Et du coup, c'est sûr que des embêtements, des problèmes, parce que je reste polie, on en a régulièrement. Oui. Donc finalement, on peut alimenter une discussion, me semble-t-il, à l'infini.
Bon, le but n'est pas... moi, je suis pas en psychanalyse, mais je suis en dialogue ou en face à face avec un psychologue. Oui, mais en fait, vous faites un travail de ce type. Quand même, c'est-à-dire que à un moment vous avez raison, c'est-à-dire que quand on arrête de toute façon un travail de type analytique, on l'arrête avec le thérapeute, mais on continue soi-même une auto-analyse, on a acquis des mécanismes. Exactement, oui. C'est-à-dire que évidemment se posent des questions à nous dans notre vie, que ça soit au travail, dans notre vie de couple, dans notre vie familiale. Simplement à ce moment-là, on est plus submergé ou dans l'incapacité de pouvoir faire face à telle ou telle situation. On arrive à trouver les réponses sans avoir besoin de passer par un tiers pour être aidé et soutenu. Mais ça, d'une certaine façon, ça continue parce que le travail que l'on a appris à faire d'association, de réflexion, de mise en lien des événements que l'on vit dans notre vie d'aujourd'hui et qui font écho à des événements de notre passé, on peut continuer à le faire soi-même, ça. Et à un moment, si vous voulez, simplement, il se pose quand même la question aussi de certains thérapeutes qui, peut-être eux-mêmes, ne sont pas allés au bout de ce travail, cette difficulté à lâcher aussi leurs patients. Alors, aussi, il faut le dire aussi, parce que ça peut exister, d'un point de vue parfois, malheureusement, mercantile aussi. Je mets ça, alors ça, c'est, il y a ce côté-là. Non, parce que comme c'est à l'hôpital... Donc c'est pas ça. Voilà. Mais il peut y avoir ça. Malheureusement, ça reste, je l'espère, minoritaire, mais ça peut arriver. Et puis, autre aspect, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un attachement du thérapeute à son patient, et c'est un peu la déformation. Quand on fait ce métier, c'est-à-dire qu'on n'en a jamais fini. Les thérapeutes n'en ont jamais fini, eux, ils continuent puisqu'ils en font leur métier. Donc, ils peuvent avoir envie, ils peuvent être, malgré eux, un peu titillés, avoir ce désir pour les autres. C'est vrai que, comme vous le dites très justement, Camille, on peut continuer, après tout, on pourrait tout analyser. Mais à quoi bon? C'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir lâcher. Quand on va mieux, quand on finalement, c'est aussi le but, c'est d'arriver à se connaître. Hein. Souvent, c'est d'arriver à se connaître. Bon, on n'a jamais complètement fait le tour de soi-même, ça serait réducteur. Mais quand on arrive quand même à savoir un peu mieux comment, qui l'on est, comment et que l'on arrive à bien vivre avec ce qui l'on est. Eh bien, on peut arrêter son analyse. Il y a un SMS qui est assez drôle et en même temps qui est, je trouve, très parlant. Quelqu'un me dit: le déclic pour interrompre ma psychothérapie, ça a été le jour où je n'ai pas pu me garer pour aller à mon rendez-vous. Mais c'est pas mal. Ça peut être un coup de l'inconscient. Oui. Et puis, oh là, je vous perds là. Vous m'entendez plus? Ah non, mais ça y est. Non, c'est parce que je parlais plus. Hein. Ah oui. Non, mais ce que vous inquiétez pas, je vous lâche pas, Camille. Je vous lâche pas comme ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, ce que vous dites, c'est tout à fait... Enfin, moi, je le ressens énormément parce que je me rappelle d'une situation ambiguë et avant, j'avais tendance à pleurer pour rien. Et je suis ressortie de l'entretien et la première chose que je me suis dit, j'ai réussi. Et j'ai réussi à parler et à pouvoir ne plus avoir cet effondrement que j'avais avant. Oui. Et ça, je me suis dit, c'est une petite victoire, mais qui est quand même très importante. Vous ne deviez pas pleurer pour un rien. C'est qu'il y avait certainement beaucoup à pleurer aussi. Alors ça c'est peut-être... et de même que m'a appris aussi beaucoup la c'est que j'étais très mauvaise pour écrire. Et maintenant, faire une lettre, pour moi, c'est du plaisir. Ah oui, donc vous êtes passé d'un côté qui vraiment vous rebutait à aujourd'hui, c'est agréable. Dans le sens où je me suis libérée la pensée, je pense. Certainement. Oui, certainement. Ouais. Je sais pas si, vous avez raison. Ça arrive souvent, mais vous avez raison. C'est-à-dire que, de toute façon, à un moment, quand il y a une névrose, toute l'énergie, elle est bloquée dans ce symptôme-là névrotique. Oui. Donc, c'est aller mieux, c'est aussi retrouver de l'énergie pour autre chose que pour son symptôme. Parce qu'un symptôme, ça mobilise beaucoup d'énergie. Ah, complètement, oui. Mais quel qu'il soit. Que ça soit une manifestation somatique, une manifestation psychique, ça concentre beaucoup toute notre énergie est un peu bloquée là, enfin une grande partie en tout cas. À un moment, quand on est quand finalement le symptôme disparaît ou s'atténue, c'est autant d'énergie libérée pour faire autre chose de sa vie. Parce que
c'est toute la difficulté, c'est que le symptôme peut quand même, on s'y accroche parfois à son symptôme parce qu'il y a quelques bénéfices secondaires derrière. Bon. Oui, je comprends. Mais est-ce que... Il y a Sergio qui me dit, est-ce qu'il peut y avoir un attachement au pognon de son patient? Oui, malheureusement, je l'ai évoqué. C'est-à-dire qu'il faut pas se leurrer. Il y a comme dans toutes les professions, il y a des psys qui peuvent ne pas avoir de scrupules et le moteur, c'est l'argent. Ça reste minoritaire, mais ça peut arriver. Alors moi, j'ai l'impression aussi j'ai l'impression aussi peut-être qu'elle veut que vous allez rire de ce que je veux dire, mais qu'elle veut que je sois parfaite. C'est-à-dire que dès qu'elle sent quand même qu'il y a encore une petite faiblesse, elle veut travailler là-dessus. Mais c'est ce que je vous dis, c'est un peu de la déformation professionnelle. C'est-à-dire que quand on est psy, on n'en a jamais fini. Quand on fait ce métier, c'est que, vous voyez, il y a quelque chose, une analyse personnelle, on retrouve de l'énergie pour sa vie à soi. D'une certaine façon, quand on reste thérapeute, c'est qu'il y a quelque chose, non, je vais caricaturer un peu, mais qui a loupé, c'est-à-dire qu'on continue à être dans cette démarche d'aide. Alors après, ça passe par de la sublimation, aider les autres. Donc on peut avoir ce qu'on s'applique à soi-même pour l'autre. Or, en fait, pour ceux qui viennent nous voir, mais en même temps, on n'a pas à désirer pour nos patients. On n'a pas à désirer pour ceux, vous voyez, on n'a pas à vouloir quelque chose pour eux, si ce n'est qu'ils aillent mieux. Voilà. Si ce n'est qu'ils aillent mieux. Est-ce que, en revanche, par rapport à cette culpabilité, parce que là où elle a peut-être raison de vous dire il y a encore quelque chose à travailler, à vous libérer, c'est par rapport à cette culpabilité. Et justement, à travailler à ce niveau-là avec elle, c'est-à-dire c'est dans le transfert que vous avez vis-à-vis d'elle, cette culpabilité, c'est comme si c'est vous qui l'abandonniez presque. Ah mais complètement. Bon, alors... Vous avez complètement raison. Et c'est pas que... oui, je l'abandonne parce qu'en fait, j'en ai marre, je m'ennuie. Donc il faut que pratiquement, avant, je me trouve des sujets de discussion. Oui, ça va pas. C'est vrai que c'est-à-dire que finalement, quand on commence à se trouver des sujets de discussion, c'est qu'on n'a pas vraiment à dire des choses vraies et profondes de ce que l'on ressent. C'est si on commence à réfléchir à sa séance, à dire il va bien falloir que je meuble ce temps de la consultation. Et le thérapeute peut ne pas s'en rendre compte. Donc s'il s'en rend pas compte, c'est embêtant parce que du coup vous continuez à parler sans parler. Ça revient à parler sans parler. Mais ce qui serait peut-être intéressant plutôt que de vous trouver un sujet de discussion, c'est d'axer sur votre culpabilité. Vous voyez pourquoi cette culpabilité, finalement, aller carrément dans le vif du sujet et dire cette culpabilité parce que il y a certainement quelque chose que vous transférez vis-à-vis de cette relation-là, qui reste encore un peu épineux sur vous, par rapport à vous, à votre histoire, où vous avez... Mon éducation, j'ai dû chrétienne. C'est possible, mais au-delà de ça, parce que ça c'est très général, de prendre en charge l'autre. Vous voyez, comme s'il y avait là une inversion et la peur de délaisser, d'abandonner, bon. Donc il y a peut-être des choses à voir. Oui, non mais tout à fait, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Aborder ce plan-là, parce que si vous tournez là, commencez à vous ennuyer, à vous chercher un sujet, on n'est pas dans un truc où on doit chercher une thématique à chaque fois, vous voyez. Exactement, non. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai pensé ça. Ça va être une bonne façon peut-être de conclure réellement. Oui, peut-être, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière cette culpabilité de conclure? On n'en finit jamais complètement avec la culpabilité, parce que si on a un surmoi, on a forcément un peu de culpabilité, et heureusement, c'est ce qui fait que sinon on serait complètement psychopathe. Non, mais en poussant à l'extrême, c'est-à-dire qu'après on pourrait tout se permettre et même y trouver du plaisir, parce que justement on n'a plus de surmoi qui fonctionne bien et donc pas de culpabilité. La culpabilité, c'est quand même ce qui nous rend aussi, qui nous permet d'être dans l'empathie vis-à-vis des autres. Bon, donc on s'en débarrasse jamais complètement, mais enfin on peut abaisser le seuil considérablement. Mais il y a un livre qui est pas mal, qui en parle de ça. Ça s'appelle Le citronnier a pris, quand mettre fin à une psychanalyse. Le citronnier, comme un citronnier. Le citronnier a pris, quand mettre fin à une psychanalyse. C'est Isabelle Huel qui a écrit ça. C'est YHUEL. Et c'est les éditions, c'est Jean-Claude Lattès. Ah
c'est très bien ça. Je vais. Donc au départ, elle le présente un peu comme sous forme d'un roman, mais qui n'est pas forcément un roman. Vous voyez, elle décrit un peu son parcours. Oui. Et ça traite puisque son parcours, en fait, c'est elle apprend le décès de sa psychanalyste. D'accord. Et pourtant, elle n'avait plus consulté depuis une dizaine d'années, et néanmoins, elle est dévastée par cette nouvelle. Ouais, Et donc c'est de là où elle se demande si, dans ce qu'elle représentait pour elle, une sorte d'image idéale de mère, est-ce qu'elle était vraiment allée au bout de cette thérapie. Et c'est vrai que pour tous ceux qui ont fait, je pense, une analyse, ce long cheminement comme ça, ce long voyage intérieur, avec quelqu'un, du coup, ce thérapeute qui prend tellement d'importance à un moment dans notre vie, pour ceux qui parfois ont appris le décès comme ça de leur analyste, c'est quelque chose de bouleversant. Hein. On en parlait avec un monsieur il n'y a pas longtemps. Donc voilà, le livre traite un petit peu de ça et bon, elle est un peu dans une auto-analyse, mais elle se demande est-ce qu'elle avait réellement achevé son analyse, et du coup, quand est-ce qu'on peut dire qu'on a achevé une analyse? Le citronnier a pris quand mettre fin à une psychanalyse, Isabelle Huel, chez Jean-Claude Lattès. Voilà, des pistes peut-être qui vous permettront de travailler et de conclure. Ah non, mais c'est super, parce que vous m'avez dit, ça va me permettre, je pense, de retravailler et de peut-être en effet d'enfin pouvoir lâcher prise. Ouais. C'est ça, travailler, c'est-à-dire puisque vous êtes dans la culpabilité de la lâcher, c'est-à-dire c'est là-dessus qu'il faut axer maintenant, parce que c'est ce qui va vous permettre d'y mettre un terme, c'est-à-dire que elle a pas, si vous voulez, qu'est-ce que vous ressentez, ou elle, ça va l'amener à s'interroger aussi, hein, par rapport, parce qu'il y a toujours transfert et contre-transfert, c'est-à-dire ce que nous on projette sur le thérapeute, et ce que le thérapeute ressent lui-même vis-à-vis de ses patients. Il est agité par plein de sentiments et par plein d'émotions. Donc ça va vous permettre de travailler vraiment sur votre lien, et du coup de y mettre un terme, parce qu'à un moment ça s'arrête un travail. C'est-à-dire que le but du thérapeute, c'est pas de maintenir quelqu'un dans une dépendance. Hein. Ben voilà, c'est comme si elle me maintenait sous oxygène. Oui, mais vous n'avez plus besoin. Vous n'avez pas besoin. Voilà. Oui, vous l'avez l'oxygène. Vous respirez maintenant. Tout à fait. Mieux en tout cas. Ouais. Bon, c'était intéressant. Ça peut peut-être des réactions au 3921. Comment vous avez mis fin à votre psychothérapie, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Merci Camille, je sais que vous êtes une fidèle. Je vous remercie d'intervenir aussi. C'est intéressant et ça va vraiment me permettre de conclure, j'espère. Enfin, conclure. Mais vous pourrez. Oui, c'est intéressant, les termes. Oui. Oui, pas comme Jean-Claude Duss, non, c'est sûr. Non, j'ai bien compris. Voilà. Bon, écoutez, à bientôt alors. Vous me direz comment vous avez conclu. D'accord. À bientôt, ma chère Camille. Allez, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Donc, je vous appelle parce que ça fait... comment ça s'appelle ? Je vais raconter mon histoire. Oui. Il y a 3 ans, à l'occasion d'une demande de divorce, je suis tombée un peu dénue. Mon époux était déjà marié avec une autre femme. Ah bon ? Oui. Vous vous en êtes rendu compte en demandant le divorce ? En demandant le divorce. On est en 15 ans de vie commune. Oh là là. Je demande, donc on nous demande des papiers pour, mon avocat me demande des papiers, des actes de naissance. Et là, on s'est aperçu qu'il était marié. Donc ça s'appelle de la bigamie. Ah oui, on peut dire ça. Mais ça a dû être un choc incroyable pour vous de... Bah oui, très choquée. Mais vous êtes mariée civilement et religieusement ? Civilement. Seulement. Civilement, mais oui. Comment c'est possible? Je pensais même pas que c'était possible quand on n'est pas, enfin j'allais dire enregistré quelque part. Ça, il y a pas. Parce qu'il y a 2 sortes d'actes de naissance. Il y a l'acte de naissance intégral et l'acte de naissance simple. Donc ce monsieur a donné un acte simple où il n'y a pas tous les détails. Donc c'est passé comme ça. C'est incroyable. Mais alors il était marié et il n'était pas divorcé. Forcément, non, puisqu'il était. Mais alors, attendez, mais il voyait toujours son autre femme ? C'est-à-dire que moi, je l'ai rencontré sur la région parisienne, et après, il nous a fait déplacer toute la famille dans la Sarthe. Oui. Et lui continuait à travailler sur Paris, donc il partait le lundi matin, et il revenait le vendredi soir.
Ah, mais alors, il avait vraiment une double vie en plus. Voilà, tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'il partait, donc toute la semaine, il était à Paris avec sa première femme. Voilà. Waouh. Et le reste du temps, donc, il venait avec vous, et ça a duré 15 ans? Ça a duré 15 ans, oui. Mais il a construit une famille aussi de l'autre côté De l'autre côté, oui. Et avec vous? Et avec moi aussi. Oh là là, oui, c'est quand même... Et là, à c'est l'heure incroyable. actuelle, donc ça fait 3 ans que je me bats avec la justice, et ben je n'ai plus d'identité, quoi, en fait. Oui, c'est-à-dire parce que vous n'êtes pas reconnu du coup. Non, le deuxième mariage est invalidé du fait. Donc c'est plus un divorce, là, ça vient d'être jugé, c'est une annulation de mariage. Eh oui, bien sûr, oui. Mais Oui. le souci, c'est au niveau de l'administration, des administrations, ils n'ont pas la case annulation de mariage. Donc faut toujours réexpliquer. Ça ne peut être que religieux, une annulation de mariage? Il n'y a pas de case annulation de mariage. On ne peut pas annuler un mariage. Souvent dans l'administration, c'est séparé, divorcé. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas annulation de mariage. Oui, on peut le demander sur un plan religieux, mais pas civilement. Voilà. Et moi, donc mon avocat, en 40 ans de carrière, il n'a jamais vu ça. Mais c'est incroyable de la part de cet homme parce que le fait qu'il... Bon, des doubles vies, ça existe, hein, des gens qui mènent des doubles vies, où on le découvre, et parfois comme ça, enfin très tardivement, ça peut durer sur des années avec 2 familles de part et d'autre, mais... En général, il y en a, ils sont pas mariés. Là, c'est incroyable qu'il ait voulu se marier. À chaque fois, il s'est marié. Oui. Et du coup, depuis cette séparation, j'ai tout perdu, quoi, en fait. C'est vrai que c'était un homme assez bourgeois, en fait. Et du jour au lendemain, tout ce qui était voyage, restaurant, traiteur, etc., plus rien. Vous avez perdu en niveau de vie, vous voulez dire? Votre niveau de vie est considérable. On s'est retrouvés à la rue avec ma fille, quoi, en fait. Mais parce que c'est lui qui a demandé le divorce? Non, il nous a mis à la porte une veille de Noël. Ah oui, charmant. Oui, donc en fait, c'est quand même lui qui a initié la séparation. Voilà, oui, tout à fait. Ouais. Et il est toujours avec son autre épouse? Non, je pense pas. Ça fait 3 ans que j'ai plus de nouvelles. Mais il peut pas être poursuivi pour ça, parce que la bigamie, c'est interdit. Mais visiblement, non. Il me propose simplement de me donner des dommages et intérêts, c'est tout, quoi, en fait. Bah oui, mais comment évaluer le montant d'un préjudice moral? Enfin, c'est parce que pour vous, c'est quand même. Comment vous vous êtes senti quand vous avez appris ça? Enfin, comment vous le vivez aujourd'hui? Très mal. Resto du cœur, on n'a plus rien, en fait. Même au niveau de récupérer nos affaires, on ne peut pas récupérer nos affaires parce que, pareil, il y a un vide juridique là-dessus, au niveau partage des biens, quoi. Parce que c'est comme s'il n'avait pas existé, ce mariage. Légalement, il n'est pas reconnu. Voilà, tout à fait, ouais. Mais ça peut faire jurisprudence, non? Il n'y a pas eu des cas de figure qu'en dit votre avocat? On a cherché, on cherche, et il n'y a pas, quoi. C'est très rare, mais justement, parfois, c'est le propre de la jurisprudence, de s'engouffrer dans quelque chose. Et votre avocat peut chercher de façon à faire valoir, parce que il y a peut-être eu des cas de figure. Ça peut être l'occasion aussi de créer quelque chose, pour que vous puissiez être dédommagé matériellement et puis moralement, je trouve, parce que c'est un vrai préjudice. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous ne travailliez pas, donc c'était lui qui... Je travaillais parce que c'était une personne qui était quand même manipulateur, pervers. Donc oui, pour être manipulateur, oui. Il m'interdisait pendant une dizaine d'années de travailler parce qu'il gagnait bien sa vie, etc. D'accord. Donc il m'interdisait de travailler. Et le jour où j'ai repris un travail... Oui. notre couple, ça s'est dégradé, quoi, en fait. Parce que moi, avec mes collègues de travail et tout ça, ils m'ont ouvert les yeux
en me disant mais moi je fais pas ça, je sors pas, j'étais enfermée en prison, dans une prison dorée quoi en fait. Oui, alors que pourtant il n'était pas là de la semaine. Oui. Et pour cause, mais même quand il n'était pas là, il avait cette emprise sur vous. Voilà, tout quand à vous fait. dites que vous étiez enfermé, c'est là que vous aviez très peu de contact avec l'extérieur. Vous avez coupé voilà. de. Et vous avez avec votre famille. Coupé même de ma famille. Oui, j'allais vous poser la question. D'accord. Même de ma famille, en faisant des histoires avec ma famille et tout. Et bon là, je revois un peu ma maman. Une première réunion, j'avais une fille, je revois ma fille aussi, mais sinon j'étais séparée de ces personnes que j'aimais quoi. Et comment il a pu avoir pourquoi avec un peu de recul, comment se comportait-il avec vous? Parce que qu'est-ce qui fait que justement il était quand même pas là en plus dans votre quotidien? Voilà. Donc vous auriez pu à un moment être tenté, surtout en 15 ans, de voir votre famille, de les appeler, Qu'est-ce qui fait... Il les a tellement manipulés qu'ils me croyaient plus moi. Ah d'accord, il les manipulait eux par rapport à vous, il leur disait des choses fausses sur vous. Voilà, moi il m'a fait interner pendant 8 jours. Ah bon? Pour quelle raison? Parce qu'il m'a fait passer pour folle, quoi, en fait. Oh, oui. Mais il a réussi à avoir les certificats médicaux de médecin. Parce que tout à fait. Ouais. Oui, il est sacrément pervers. Hein. Oui. Mais comment ça se passait les Noëls, puisque vous passiez les Noëls ensemble là? Oui, les Noëls ensemble, oui. À chaque fois, pendant 15 ans? Pendant 15 ans, ouais. Et alors, son autre épouse s'est jamais demandé pourquoi il était jamais là le jour de Noël? Ben, sûrement pas, parce que je sais qu'elle a témoigné au niveau du procès, là, pour la bigamie, mais j'ai jamais rencontré cette dame. Oui, vous n'avez pas souhaité la rencontrer? Vous ne souhaitez pas la rencontrer? Si, j'aurais aimé la rencontrer, mais je ne sais pas où elle est, quoi. D'accord. Oui, parce que vous pourriez même avoir un avocat commun, peut-être, et elle aussi. Enfin, toutes les deux, vous êtes moralement extrêmement flouées, lésées. Il a abusé de votre confiance, de vos sentiments. Enfin, on est vraiment dans l'abus. C'est ce que dit Saint Dieu, dit vous pourriez l'attaquer pour abus de confiance, mais c'est particulier quand c'est vraiment un cas de figure très particulier. Oui. Et vos enfants, alors, comment réagissent-ils quand ils ont découvert que leur père menait cette double vie? C'est ça aussi qui est un vide juridique, c'est qu'on a un enfant ensemble. D'accord. Et le truc, c'est que, en fin de compte, ça devient un enfant illégitime. Et oui, né hors mariage. Voilà. Oui, puisque évidemment, ce deuxième mariage qui a été contracté après n'est pas reconnu. Voilà, c'est invraisemblable. Qui a 14 ans, donc elle va sûrement changer de nom. Donc à 14 ans, changer de nom, ça va être de la folie, quoi. Pourquoi C'est elle qui le demande? Non, c'est la justice. Mais qui lui imposerait cela? Oui. Comme moi, pour l'instant, jusqu'à l'heure actuelle, parce qu'il a encore un mois pour faire appel. À l'heure actuelle, moi, je n'ai pas d'identité. Un coup, c'est mon jeune femme, un coup, c'est mon jeune fille. Oui, ça va très loin. Hein. Ça va très très loin. Identité. C'est ça le plus dur, c'est de perdre son identité, quoi. En même temps, votre identité, vous l'aviez un peu perdue quand vous étiez avec lui. Voilà. Puisque c'est tout le paradoxe de votre situation. C'est-à-dire que maintenant que vous avez découvert le poteau rose, finalement, c'est ce qui peut aussi vous permettre de vous réapproprier votre vie, puisqu'il vous avait vidé de tous vos liens affectifs. Donc, paradoxalement, vous retrouvez votre nom, certes, de jeune fille, mais votre personnalité, là où vous aviez été quand même assez dépersonnalisée dans cette relation. Oui, tout à fait. Vous voyez, il y a quand même, sur un plan psychologique, je trouve qu'il y a des bénéfices maintenant pour vous importants. Oui, j'ai l'impression d'être moi maintenant. Voilà. Je me suis battue pour avoir un appartement, je me suis battue pour tout, quoi. Je me bats encore, mais j'ai l'impression que je suis moi. Oui, je comprends. Même. Oui, au-delà de... D'ailleurs, on sent qu'il y a quelque chose de très vibrant, combatif dans votre voix. On vous sent pas effondré. C'est comme si vous vous retrouviez véritablement.
Là où à un moment, il vous avait un peu volé une partie de votre identité. Voilà, vous ne saviez pas pour quelle raison, mais en tout cas, il avait une telle emprise sur vous que sur un plan psychologique, ça se traduisait comme ça. Voilà, donc, c'est-à-dire que concrètement, vous ne pouvez même pas demander une pension par rapport à votre enfant, puisqu'il est, d'un point de vue juridique, il est reconnu comme illégitime. Voilà. Parce que forcément, comme vous étiez mariés, il n'avait pas... les biens qu'on a achetés ensemble, on a une maison, on a une voiture, on a des meubles, tout ça, personne ne sait ce que ça va devenir, quoi. Mais vous pouvez attester que quand même il y a eu ce mariage et que ce mariage, s'il a pu avoir lieu, c'est parce qu'il vous a dupé. Ben voilà, ouais. Bon, ça, il y a quand même des preuves de ça. Oui. Donc votre avocat peut quand même, il y a quelque chose à faire. Enfin, vous pouvez pas rester comme ça. Déjà, moralement, c'est quand même difficile, mais en plus en étant aussi floué matériellement. Voilà, oui, tout à fait. Ouais. Vraiment, c'est quand même, c'est complètement fou, hein, votre. Et vous n'avez pas de nouvelles de lui? Non, pas du tout, non. Ni sa propre fille, quoi, en fait. Ça fait 2 ans. Oui, j'allais vous demander, est-ce qu'au moins il garde un lien avec sa fille? Non, pas du tout. C'est terrible, hein, c'est une grande violence. Pour votre fille, ça va être aussi très violent, je trouve. Oui. Quelle relation avait-elle avec son père? Elle en avait pas trop, quoi, en fait. Une fois, elle lui avait posé la question, je vais te poser des questions, est-ce que tu connais mes couleurs préférées, les films que j'aime et tout ça? Oui, il était incapable de répondre. Il m'a dit, mon père, il me connaît pas, quoi. Oui, il s'intéressait pas trop à elle, il était... Non. Mais même... Oui, mais enfin, en pleine adolescence, elle n'avait pas besoin de ça. Hein. Non. On va accueillir Jacqueline qui est avec nous et qui voudrait réagir à votre histoire. Merci Jacqueline d'avoir appelé le 3921. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Eh bien écoutez, moi je ne suis pas dans le même cas, je suis dans le cas de la première épouse. C'est-à-dire qu'en 1982, j'ai demandé le divorce et mon mari a refusé le divorce. Donc je suis restée mariée et seulement séparée. 20 ans après, comme je vieillis, je me disais, j'ai pas envie que mes biens, s'il m'arrive quelque chose, aillent à mon mari, je veux qu'ils aillent à mes enfants. Oui. Donc j'ai redemandé le divorce. Et là, j'ai appris que mon mari était remarié depuis 1993. Alors j'étais assez contente parce que je me suis dit, s'il est remarié, moi, mon divorce, on me l'accepte. Pas du tout. Légalement, je suis toujours son épouse. Et donc la seule chose que je peux faire, c'est si je veux bien prendre un avocat, c'est-à-dire repayer à nouveau, on peut dissoudre son mariage. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Moi, ce que je veux, c'est être divorcée. Donc, c'est le cas de la personne qui appelle, c'est qu'effectivement, légalement, son mariage n'existe pas. Mais c'est un imbroglio dingue, parce que vous dites, Jacqueline, qu'il est remarié civilement, et pourtant, vous ne pouvez pas demander de divorce. Je peux redemander, mais il faut que je prenne un avocat, il faut que je fasse dissoudre son deuxième mariage. Oui. Et ensuite, je pourrais faire dissoudre le mien. D'accord. Et j'ai fait appel au médiateur de la République en exposant mon cas. Et il m'a confirmé ça. Et donc, mais l'administration ne fait rien pour dissoudre un mariage qui est illégal. Je ne comprends pas pourquoi alors, mais je suis abasourdie. Hein. Moi, j'avoue, là, j'avais jamais entendu ce cas de figure. Hein. Oui, moi aussi j'étais assez abasourdie. Mais... Et les avocats disent qu'il n'y a pas de possibilité. Enfin, il doit quand même y avoir des recours. Vous voyez, la preuve, je parlais de jurisprudence parce que malheureusement cette situation doit se. Je pense que les gens se débrouillent tout seuls. Enfin, moi je laisse tomber. Je me suis débrouillée. J'ai fait une donation à mes enfants. Pour que s'il m'arrive quelque chose, mon mari n'hérite pas de mes affaires. Oui, je comprends. Oui. Mais je suis toujours mariée. Mm-hmm. Sinon, il faut que je reprenne un avocat et que je recommence la même procédure qu'en 1982 avec tous les frais à ma charge. Alors que ce monsieur a refusé le divorce quand je l'ai demandé. Oui, c'est ça, ils refusent le divorce. Mais je sais pas, c'est très étrange ce qui se passe dans leur tête. Ils refusent le divorce et ils se marient avec une femme sans avoir divorcé de vous. Donc cette dame est dans la même situation que Christelle. Oui.
C'est quand même. Il y a quelqu'un qui me dit par rapport à vous, Christelle, a-t-il reconnu votre fille? Si oui, pourquoi pas de pension alimentaire? Mais dans le cadre d'un mariage, il n'y a pas besoin. Enfin, je veux dire, c'est. Vous voyez, on fait cette reconnaissance en paternité quand on n'est pas marié, mais là, elle est automatique et du coup, ça même pour votre fille, ça fait qu'elle est illégitime. C'est quand même surréaliste. Bon, du coup, le livret de famille du départ, on le déchire. C'est ce qui montre à la justice. C'est très très perturbant. Vous n'avez plus le droit d'utiliser votre livret de famille. Ouais. Bon, écoutez, pour qu'on s'y retrouve, on va demander les conseils d'un avocat. Je remercie beaucoup Hervé d'être avec nous. Bonsoir Hervé. Merci. Bonsoir Caroline, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je suis ravie de vous entendre, parce que vous êtes avocat et alors j'avoue que moi, je suis abasourdie. Mais c'est la première fois. C'est normal, c'est pas tous les jours qu'il y a des mariages. Heureusement en même temps, mais je pensais même pas que c'était possible, qu'on pouvait se marier en n'ayant pas divorcé d'une précédente union. Donc c'est extrêmement rare, c'est parce qu'il a fourni de faux papiers, de faux documents sur son état civil, parce que normalement, sur l'acte d'état civil, sur l'acte de naissance qu'on doit produire quand on veut divorcer, on fournit non pas un extrait de l'acte de naissance, mais la copie intégrale. Et sur la copie intégrale, il y a tous les actes qui vous concernent, et notamment le ou les mariages que vous avez pu avoir précédemment, puisqu'il y a une obligation de transcription en marge du registre de l'état civil, donc des actes d'état civil, de la mention donc du mariage de la personne. Donc normalement c'est absolument impossible. Il a donné un faux document. Il peut pas être poursuivi. Il peut pas être poursuivi pour ça. Au pénal, bien sûr. Il peut être poursuivi au pénal. C'est une évidence, Caroline. Oui, parce que vous dites, Christelle, il a produit un acte de naissance simple. Oui, mais il savait bien à ce moment-là qu'il était déjà dans les biens d'un précédent mariage. Donc il mentait. Voilà. Donc de toute façon. Là, il a comment s'appelle là, on est allé devant le procureur. Donc voilà, il faut déposer plainte entre les mains du parquet. Ah, d'accord. Le truc, c'est la réponse, c'est annulation de mariage, dommage à intérêt, et c'est tout. Oui, mais il faut évidemment que ce second mariage soit annulé, mais ça n'ôte aucun droit à votre enfant par rapport à son père, car il reste son père. Il ne faut pas parler, tout à l'heure vous parliez d'enfant illégitime, c'est un mot qui n'existe pas, c'est un enfant naturel à ce moment-là, mais il n'est pas illégitime. Je me suis trompée donc sur voilà, le terme. Oui, c'est important les termes, oui. Et le père a des obligations à l'égard de son enfant, qu'il soit naturel ou légitime, qu'il soit issu du mariage ou qu'il ne soit pas issu du mariage, les droits des enfants sont exactement les mêmes, donc il n'y a aucune difficulté par rapport à votre enfant ou vos enfants. Je ne sais pas si vous en avez eu un ou deux avec ce monsieur. Bon, merci beaucoup de cette précision. Enfant, il a exactement les mêmes droits que n'importe quel enfant issu de quelque couple que ce soit, puisque maintenant il y a une égalité parfaite entre les enfants. C'est important ça, parce que pour votre fille Christelle, déjà, c'est très difficile et c'est quand même très perturbant. Elle est au moment de l'adolescence. Donc le fait qu'on lui retire son nom, qu'elle reprenne votre nom, ça va pas. Si elle le souhaite. Ah oui, si elle le souhaite. Si elle le souhaite, c'est important qu'elle puisse garder le nom de son père. Il reste son père. Oui, mais bien sûr, tout à fait. Moi, je suis toujours là-dessus. Je lui ai toujours dit, si elle veut téléphoner, si elle veut aller le voir, moi, je l'emmène. Il n'y a pas de souci. C'est un conflit entre moi et lui. Donc, ma fille, si elle veut aller voir son père. Oui, c'est important parce que c'est d'essayer, malgré, on peut comprendre tout le ressentiment que vous avez pour cet homme, parce que, et même elle, votre fille peut dire qu'effectivement il s'est très mal comporté, mais pour autant, retirer le nom, symboliquement, c'est très très fort. Enfin, ça peut. Bon. Mais pour autant, Hervé, donc vous dites c'est un recours auprès du procureur de la République, et à ce moment-là, c'est quoi? Non, mais il y a une infraction pénale parce qu'il a produit de faux documents. Voilà. Donc ça, c'est une infraction pénale. Et par ailleurs, effectivement, il y a une annulation du mariage qui doit être diligentée, puisqu'on ne peut pas être marié deux fois. Donc là, ça a été fait là, au mois de janvier. Là. Voilà, donc le tribunal a prononcé l'annulation du mariage. Voilà. Et vous avez dû faire une demande de... Moi, j'ai été étonnée qu'il n'a pas été puni, quoi, en fait. Non, mais il s'agit de savoir si vous avez demandé des dommages et intérêts en réparation du préjudice, comme disait Caroline tout à l'heure, qui est extrêmement important pour vous, parce que vous tombez de très haut, vous avez cru rester marié avec une personne. Je peux vous dire que c'est une petite somme dérisoire, quoi. Non, mais vous avez obtenu des dommages et intérêts. Oui. Mais maintenant, est-ce que je vais les avoir? Je sais pas. Parce qu'il a encore un mois. Il a un mois pour faire appel. Il a un mois pour faire appel de la décision.
Mais en l'état, je ne sais pas si la décision est assortie de l'exécution provisoire, mais si elle est assortie de l'exécution provisoire, vous pouvez demander à un huissier d'exécuter le jugement pour que vous soit alloué le montant des dommages et intérêts que le tribunal a fixé. Je ne sais pas, ils sont élevés à combien les dommages et intérêts? 5 000 euros. Combien? 5 000 euros. Mais c'est rien par rapport 15 ans de mariage. Très, très faible. Mais c'est très faible, non? Enfin, 5 000 euros. Vous avez été marié 15 ans à cet homme qui vous met à la porte du jour au lendemain. Non, non, ça fait vraiment, c'est chiche, l'année. J'ai dû tout racheter. 5 000 euros divisé par 15. Ça m'a coûté beaucoup plus que ça. Alors pour le coup, il faudrait que vous fassiez appel du jugement, parce qu'il a complètement sous-estimé le montant de votre préjudice, qui est très important, madame. Ben, avec mon avocat, on avait demandé beaucoup plus, mais c'est ce qui a été jugé. Le tribunal a été fort peu généreux avec vous. Il faut faire appel. Hein. Vous avez la possibilité d'aller devant la cour d'appel pour que le montant de votre préjudice soit apprécié à sa juste valeur, ce qui n'est manifestement pas le cas. Ben ouais. Eh oui, ne vous laissez pas faire. Non. Faut vous battre. Oui, mais bon, je vous dis, même mon avocat, 40 ans de carrière, elle n'a jamais vu ça. Oui, mais il faut qu'elle a les épaules, elle a les épaules ou quoi? Parce que là, il faut quelqu'un, vous voyez. Elle a les épaules suffisantes. Ouais. Voilà, il faut quand même quelqu'un là qui. Si elle est débordée, il faut aller voir quelqu'un qui va pas être débordé. Dépourvu sur cette situation, quoi. Oui, mais écoute, le mérite. Oui, et ça peut pas faire. Tous les jours qu'on voit ça. Mais non, pour un avocat, c'est une belle affaire. Malheureusement pour vous, c'est difficile. Bon, en même temps, vous êtes sorti des griffes de cet homme parce que vu ce que vous viviez avec lui, c'est une bonne chose. Mais enfin, c'est quand même important. 5 000 euros, c'est dérisoire. Ça me paraît ridicule. Au vu de, et vous avez un enfant ensemble. Enfin, il vous met à la porte du jour au lendemain. Il disparaît dans la nature. Il vous donne rien, tous les biens acquis ensemble. Comment le tribunal motive cette allocation d'une somme si faible? Ils mettent préjudice moral. Ils ne vous allouent que 5 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice matériel. Parce que comme le dit Caroline, effectivement, vous avez un préjudice matériel important puisque vous avez été obligé de déménager, de refaire... de tout refaire une vie, quoi. Et oui. Et tout ça, c'est zéro. C'est zéro. Ben alors, il faut faire appel tout de suite, madame. D'accord. Tout de suite. Et réunir tous les éléments permettant d'apprécier l'importance de votre préjudice qui, comme Caroline le disait, est très très important. Ah oui. Oui. Surtout si vous aviez des biens en commun, enfin du jour au lendemain il vous met à la porte, il y a quand même votre fille, c'est par rapport à un enfant, c'est très lourd ce qu'il vous fait vivre et ce qu'il fait vivre à votre fille. Bah ouais. Moi, je vis avec 600 euros. Non, c'est quelqu'un. Oui, ça va pas du tout, hein, Hervé. Parce que c'est quelqu'un qui foncièrement a été malhonnête. Il savait qu'il. Il faut qu'elle demande une pension pour l'enfant, une contribution à l'entretien. Elle a 14 ans, donc. De l'enfant qui est mineur, elle a 14 ans. Il y a des frais. Il faut qu'il participe aux frais d'éducation, d'entretien de l'enfant. Hein. De toute façon, il est le père, donc il doit. Ça, vous l'avez demandé ou pas? Oui. J'ai tout demandé. Et le tribunal vous a alloué. Le tribunal a statué sur ce point parce que c'est pas le même juge. Pas encore, non. Ah oui, mais il faut se dépêcher de... C'est pour ça, c'est affaires familiales, procureur, ils ont tout mélangé. Oui. C'est incroyable. Enfin, c'est vrai que je vois les auditeurs là tombent des nues. Il y a Dany qui me dit mais non, c'est pas possible. En France, on peut pas être marié 2 fois. C'est impossible de fournir des faux papiers. Par ailleurs, lorsqu'un enfant est légitime, il ne peut pas perdre sa légitimité. Bon, ça c'est ce que vous nous disiez, Hervé. Mais enfin, si malheureusement, on peut se marier 2 fois en fournissant des faux papiers. Bon. Oui, malheureusement. Donc, et théoriquement, la loi dit que c'est quand même interdit, quoi. Bien sûr. Une loi, c'est un délit pénal, c'est une infraction pénale. Bon, écoutez, il faudrait que vous ayez Hervé pour avocat, là, parce que là, il semble prendre les choses à bras le corps. Non, mais c'est vrai, il faut avoir du mordant, là, dans cette histoire. C'est pas possible. Donc, si votre avocate est un peu débordée, que c'est pas et tout, attendez, là, il faut, voyez, soit elle est à la hauteur par rapport à cette situation, soit il faut que vous ayez quelqu'un qui vous défende véritablement. Oui, tout à fait. Le jeu en vaut la chandelle. Hein. Complètement, quand même. Vous laissez pas faire, là, non. Christelle. Non, je me bats. Ça fait 3 ans que je me bats. Ouais, mais il faut que vous soyez bien accompagné, parce que seul, on peut pas se battre dans ces méandres juridiques. C'est un gros dossier. Oui, c'est un gros dossier. Ouais. Jacqueline, vous faites la vaisselle en attendant? Ah non, c'est pas moi. J'entends les bruits de vaisselle. J'entends des bruits de vaisselle. C'est vous, maître? Vous faites... non.
Non, vous êtes en train de laver les tasses, là? Vous êtes... Non. Bon, écoutez, c'est incroyable. Hein. Moi, c'est la première fois que j'entends une histoire comme ça. Mais bon... Là, c'est passé sur plusieurs articles de journaux, mais bon... Ah oui, c'est pas ça qui vous fait manger. Non. Vous, pour le moment, vous en êtes toujours à 600 € par mois, donc c'est pas possible, ça. Non, il peut pas s'en tirer à si bon compte. Comme ça, hein. Non, mais non, parce qu'il va se remarier une 3e fois. Bah oui. Il faut l'arrêter, là. Eh ben oui. Bon, écoutez, bon courage à vous deux, Christelle et Jacqueline. Mais enfin, vous avez entendu Hervé, hein, il faut vous dire, faut pas lâcher l'affaire, là. Non, je lâche pas l'affaire. Bon, et puis tenez-nous au courant, alors. Ok, sans problème. Bon, puis alors, maître, merci. À chaque fois, s'il y a des dossiers comme ça, des belles affaires, vous volez à notre secours. Mais je suis toujours là. Bon, alors parfait. Pour vous aider. Et vous travaillez tard. Merci beaucoup, alors. Merci beaucoup, Hervé. Et bon courage à vous. Pour moi un plaisir. Bon courage, Christelle et Jacqueline. Et merci vraiment pour vos informations, Hervé. Au revoir. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Lilywood and the Prick, Middle of the Night. Un petit mail de Sophie qui dit « Faut pas que cette dame accepte les 5 000 €. Il faut qu'elle fasse appel comme lui recommandait Hervé, puis démontrer qu'il a fourni un document pas complet. Pénalement, il est cuit, risque de prison. Il faut même le menacer d'aller plus loin. Il cédera, j'en suis sûre. » C'est ce que dit Flo, qui dit quand même lui l'escroc et c'est elle la victime qui est punie. Tigron qui dit « C'est assez fascinant en même temps. Pourquoi vouloir se marier 2 fois? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ?» Allez, il est minuit. Vous écoutez Europe 1. C'est l'heure du journal, présenté par Laurence Gontier. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de vous et de votre vie en toute liberté en appelant le 39 21. Vous pouvez aussi à tout moment réagir aux propos que vous entendez à l'antenne par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit et également par mail sur le site europe1.fr. Bonsoir Jean-Charles. Bonsoir Caroline Dublanche. Bonsoir. Et merci de prendre mon appel et surtout merci à votre standard très sympathique. Oui, merci pour Paul et Jeanne. Oui, très sympathique et très souriant. C'est vrai. J'essaye de vous résumer la situation le plus rapidement possible. Oui. Voilà, ma compagne et moi sommes ensemble depuis une vingtaine d'années. Nous avons chacun notre appartement depuis un peu plus de 10 ans. D'accord. Dans le sens où on a vécu ensemble pendant 10 ans et ensuite on a pris chacun notre appartement. Voilà. Ah, c'est pas banal ça. Vous avez fait 10 ans de vie commune et 10 ans chacun chez soi. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené au bout de 10 ans alors à envisager la deuxième option, c'est-à-dire tout en restant ensemble, mais d'avoir chacun son appartement? Casser la routine. D'accord, ouais. Et ça marche? Ça a marché au début et puis on finit toujours par tomber dans une autre routine. Oui, c'est pas faux. Ouais. On sort d'une routine pour en tomber sur une autre. Oui, c'est-à-dire que même en ne vivant pas sous le même toit, on peut tomber dans la routine. Oui, on retrouve des routines. Mais bon, ça c'est... Voilà. Ce qui m'inquiète, le but de mon appel, c'est que c'est surtout une question de... je veux dire, elle est fonctionnaire. Dans un service très difficile. Je précise, très, très, très difficile. Oui. Moi, je suis auto-entrepreneur. Oui. Et je suis au RSA, anciennement RMI. Ah oui. Son reproche récurrent est en fait que je profite financièrement d'elle. Voilà. Moi, je voulais savoir si ces reproches récurrents ne cachaient pas autre chose, en fait.
Pourquoi ? Parce que c'est dans les faits, votre logement. Pourquoi dit-elle cela ? Enfin, c'est fondé. Elle vous aide matériellement ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est entre guillemets. Quand je dis pas du tout, c'est peut-être. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est que moi, je la reçois ici le vendredi soir. Donc, on passe la soirée ici le vendredi soir chez moi. Elle me reçoit chez elle le samedi midi, le samedi soir, le dimanche midi et le dimanche soir. Donc, si on fait des calculs d'apothicaire, moi, je la reçois une fois, elle me reçoit 4 fois. Donc, automatiquement, ça lui fait des frais en plus pour elle, auxquels moi, je ne participe pas ou pas entièrement. Oui, mais dans les faits, c'est vous qui payez votre loyer, c'est vous qui payez vos charges. C'est moi qui suis tout à fait autonome. Voilà, vous êtes autonome, vous ne lui demandez pas de vous aider dans vos frais quotidiens. Non, pas du tout. Oui, donc comme vous dites, après, on tombe dans des comptes d'apothicaire. D'apothicaire, oui. Et ces règlements de compte, des comptes financiers, peuvent masquer un autre problème. Parce que c'est vrai que si vous recevez, après tout, en général, elle vous reçoit comme ça chez elle. Oui. Bon. On n'est pas là à compter normalement ce que l'autre nous coûte en termes de nourriture, en termes vous voyez ça devient là après c'est vrai qu'on va un peu couper les cheveux en 4. Mais en revanche, l'adage selon lequel quand on aime on ne compte pas est faux. Oui, parce je que pense. Quand on aime, tout compte. Ouais, justement, ce qui n'a pas eu lieu, ce qui ne s'est pas passé, une attention qui a manqué, un regard, un mot gentil, tout compte. Et après, ça peut se traduire par... ça va se reporter sur l'argent. C'est-à-dire, comme elle vous le dit, qu'au fond, c'est elle qui... elle vous reproche de profiter d'elle. Parce que dans les faits, c'est pas fondé. C'est pas fondé, mais c'est un peu fondé dans le sens... Enfin, c'est un peu fondé, oui, je vais dire dans le sens où moi, je peux jamais l'inviter au resto. Donc, en fait, on ne va jamais au resto parce que je refuse qu'elle paye. Quand on part en vacances, si on a la chance de pouvoir partir en vacances, on essaye de partager les frais à 50-50, ce qui est parfois pour moi très difficile. Oui, mais vous y engagez quand même. Je m'y engage, oui, avec parfois du retard. En lui disant, écoute, je peux pas te payer d'un seul coup, je peux pas te rembourser tout au moins d'un seul coup, je vais te rembourser sur 2 mois. Parce que nous a coûté nos vacances, ou notre semaine de gîte, ou... Bon. Et c'est des reproches qui peuvent venir après. Mais ça a toujours été comme ça ? Non, je pense pas. Non, ça... Mais vous, est-ce que votre situation matérielle a toujours difficile depuis que vous vous connaissez ? Non. Avant, j'avais un emploi stable. Donc, qui dit emploi stable dit revenu stable. Et que la différence avec elle, c'est que moi, je vais dire à la limite, moi, quand j'ai de l'argent, je compte pas. C'est tout, je donne et puis c'est tout. Au point final. Je vais pas faire des comptes en disant mais ceci... Non, je donne, c'est tout. J'ai pas à faire de compte d'apothicaire. Maintenant, je ne peux plus le faire. Vu la situation, je ne peux pas le faire. Il y a un grand déséquilibre parce qu'entre vous qui êtes auto-entrepreneur, je vais y arriver, mais qui est au RSA, et elle qui est fonctionnaire, qui n'a pas forcément un salaire très important, mais qui a cette sécurité de l'emploi, il y a un grand déséquilibre dans votre vision même du monde de la vie. Oui, donc, il y a aussi un grand... Tout à l'heure, je voulais préciser, elle est dans un service très difficile. C'est vrai qu'elle passe des semaines très difficiles. Oui, mais ça a toujours été le cas. Non, elle a changé de service en tant que fonctionnaire. On bouge de service et là, elle est dans ce nouveau service depuis 4 ans en fait. Et c'est vrai qu'elle a du mal à supporter ce service. Donc elle aurait besoin. Oui, c'est ça. Elle est moins bien aussi. Ça pèse dans sa vie. Oui. Bon. Donc. Mais comme je lui dis, moi. Mais pourquoi peut-être vous pensez que vous n'êtes pas arrivé au bout de cette logique de justement on fait un peu tout séparé, les comptes, les logements séparés, les comptes séparés. Est-ce qu'il n'y a pas une autre attente derrière ? Finalement, vous dites qu'une routine, c'était pour échapper à la routine, mais qu'au fond,
vous êtes, vous avez chacun votre logement, mais vous replongez dans une autre routine. Est-ce que s'il n'y a pas quelque chose autour de votre relation en elle-même, est-ce que finalement vous touchez pas les limites de cette relation? C'est en étant séparés comme ça et en faisant tout séparés. Est-ce qu'elle n'interroge pas aussi cette relation-là? Les limites de la relation amoureuse? Non, mais le fait de continuer à vivre comme ça en étant séparés, tout est séparé, vous n'envisagez pas de vous remettre ensemble? Moi, j'ai de plus en plus peur. J'ai de plus en plus peur dans le sens où moi, je me sens dégradé parce qu'on me fait sentir assez souvent que je suis au RSA. Et au RSA, c'est pas une gloire. Je crie pas sur tous les toits que je suis au RSA. Enfin, c'est pas honteux non plus, hein. C'est pas honteux, c'est difficile de vivre, vous survivez, mais il y a pas de honte. Mais pourquoi elle voudrait vous rabaisser comme ça? Je sais pas. Elle vous en voudrait de quoi? On se connaît depuis, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, mais on se connaît depuis l'âge de 15 ans. Donc ça fait pratiquement 40 ans qu'on se connaît. Oui, c'est une longue histoire, oui. C'est une très longue histoire. Donc oui, et vous êtes toujours ensemble. Vous avez de toute façon, vous avez surmonté bien des épreuves. Vous essayez tout, mais je trouve vous êtes tombé dans quelque chose de routinier avec ces visites à jour fixe. Enfin, c'est très contrôlé tout ça. Est-ce que ça manque pas? Est-ce qu'il faudrait pas un peu de respiration dans tout ça? Est-ce que c'est pas de ça dont elle se plaint aussi? Moi, il me semble que c'est vrai qu'elle me dit souvent, on se voit le vendredi, le samedi et le dimanche. Pourquoi tu m'invites pas le mercredi? Mais c'est ça manque d'imprévu. Oui, sans doute, oui. Vous voyez, à la limite, l'invité, c'est trop. Vous êtes sorti du cadre justement parce que la routine vous étouffait et vous en avez réinstallé une autre. Oui, il y a plus d'imprévu. Non, il n'y a plus d'imprévu. Il y a plus d'imprévu dans le sens où moi, je ne peux plus lui offrir des imprévus aussi. Avant, je pouvais lui offrir, par exemple, un petit week-end, une fois par trimestre, dans un hôtel au bord de la mer. Oui, mais paradoxalement, alors que votre situation matérielle s'est pas arrangée, vous cumulez chacun avoir deux logements, vous doublez les frais. C'est pas logique. C'est pas logique. Si on considère, si c'est logique, dans le sens où si moi je me déclare avec elle, je perds mon RSA. Donc je n'aurai plus que mon revenu d'auto-entrepreneur. Donc je serai encore plus dégradé. Mais pourquoi vous perdez votre RSA? Je comprends pas. Parce qu'elle gagne assez, donc un couple qui gagne assez, si je me déclare automatiquement, on va devoir faire une déclaration commune, et automatiquement mon RSA tombe. Sera supprimé. Oui, mais alors c'est peut-être pour ça aussi qu'elle dit qu'il y a une notion de profit. Qu'au fond, vous voyez, vous vous mettez pas ensemble, mais parce qu'il y a aussi une raison à cela. Vous allez perdre votre RSA, vous êtes plus qu'auto-entrepreneur. Enfin, donc du coup, vous lui servez à obtenir le RSA. On peut le retourner dans ce sens-là aussi. Non, parce qu'en fait, ça fait 10 ans que quand j'ai pris mon logement, j'étais salarié. Donc après j'ai perdu mon travail, donc je me suis retrouvé au RSA et je me suis mis en tant qu'auto-entrepreneur. Donc je veux pas profiter. Si jamais je me retrouve avec, non, mais de toute façon, il faudrait peut-être changer quelque chose dans votre situation, parce que quand vous dites que vous vous sentez dégradé, ça fait plusieurs fois que cette expression revient dans votre bouche. C'est peut-être aussi à votre niveau qu'il faudrait changer quelque chose, pour que vous vous sentiez mieux et que vous ayez une image plus valorisée de vous-même. Parce que peut-être cette image très dépréciée que vous avez de vous-même pèse dans votre relation. Si vous vous sentez pas bien, vous avez l'impression avec ce qu'elle vous renvoie, mais que vous-même, c'est pas évident comme ça de galérer autant, enfin, et comme vous dites, vous pouvez plus du coup vous faire un petit plaisir, lui offrir un plaisir. Enfin, bon, il y a quelque chose qui va pas. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il faudrait changer. Enfin, essayer de tout mettre en œuvre pour peut-être que c'est ce problème aussi autant entrepreneur. Bon, vous avez peut-être atteint vos limites là. Oui, mais je suis à un âge où je peux pas faire autre chose que être auto-entrepreneur. Oui, mais si vous êtes auto-entrepreneur mais en étant au RSA, quel intérêt? C'est-à-dire que je gagne plus que le RSA quand même. Je gagne un peu plus que le RSA. Le RSA doit tourner autour de 420 € pour une personne seule. Moi, je peux, avec mon
mon revenu d'auto-entrepreneur, je peux aller jusqu'à 600 ou 700 euros. C'est pas énorme. Mais de 400, ça passe à 700. Oui, bien sûr, ça change tout, là, quand on est dans ces niveaux-là de revenus, évidemment. Oui. Ça change tout. Et si je perds mon RSA, je me retrouve avec que 300 euros, je deviens quoi? Je serai encore plus dépendant d'elle, en fait. Mais vous vous mettez en couple avec elle, vous perdez le RSA? Oui. Oui, parce qu'elle gagne suffisamment pour que je n'ai pas besoin de toucher le RSA. Oui, mais vous pouvez ne pas être dépendant d'elle, puisque dans les faits, vous n'êtes pas marié. Non, on n'est pas marié. Mais donc quelle est la solution? Si on habite le même appartement, comment voulez-vous pas déclarer la... Ou alors il faut être malhonnête. Non, mais c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Non, mais il n'y a pas d'autre solution. À partir du moment où elle gagne suffisamment d'argent, le calcul fait... Bon, il y a quelque chose à sortir de ça, parce que moi, à mon avis, ça va... Même si ça pèse dans la balance, il y a des reproches qui sont autres dans cette histoire. Moi, il me semble. Mais il faut lui demander, il faut lui dire qu'est-ce qui ne va pas, parce que dire que de toute façon cette situation vous pèse, vous-même vous vous sentez déprécié, et que ce qu'elle vous dit, ça rajoute là-dessus. Mais peut-être qu'elle a le sentiment que vous n'êtes pas prêt à tout faire pour essayer de sortir de cette situation. Alors même si, dans les faits, vous avez 58 ans et c'est pas évident de retrouver un travail en tant que salarié. Non. Mais ça cache autre chose. Alors, même si, évidemment, ça compte aussi de ne pas pouvoir... pourquoi vous pourriez, de temps en temps, un peu l'inviter? Il ne s'agit pas de l'inviter dans un super resto, mais peut-être un geste, quoi. D'être un truc un peu à l'extérieur. Ça peut être une crêperie, ça peut être... voyez ? Il y a quelque chose d'un... c'est ce que dit Sergio, un petit plat de pâtes surprise partagée en amoureux, ça peut être délicieux et c'est pas très cher. C'est une façon de sortir un peu de ce côté où, effectivement, vous... peut-être qu'elle en a marre, finalement, de... vous vivez pas sous le même toit, donc elle peut peut-être pas partager aussi ce qu'elle aimerait partager avec vous, des difficultés qu'elle ressent et en fait, oui. Il y a quelque chose où vous touchez les limites de votre relation, je crois, et il faut pouvoir en parler. Il est quand même assez Parce que le problème, si vous voulez, moi, il y a quand même, pardonnez-moi, mais il y a quelque chose, j'ai bien compris cette histoire de RSA, mais je trouve que... il y a ce problème d'argent, mais je suis désolée, reste quand même que vous multipliez les frais par 2. Parce que le montant d'un loyer, le loyer que vous mettez dans votre appartement, oui, vous n'auriez plus le RSA, mais en tout cas, le loyer, au moins, il pourrait être proportionnel à ce que vous gagnez. Et ça vous permettrait de temps en temps de l'inviter, de remettre des choses en commun. Parce que là, moi, je reste quand même convaincue que vous multipliez les frais par 2. Que ça soit le loyer, que ça soit l'électricité, le téléphone et tout ça. Pareil pour le loyer, en fait. Pour le loyer, bien sûr, certaines personnes vont sauter au plafond, mais pour le loyer, j'ai une aide aussi au niveau du loyer. Bon, c'est sûr que quand on dit ça, on va dire mais ils profitent de tout. Mais si vous voulez, le fait de vous être séparés, c'est pour avoir le plaisir de vous retrouver. Si vous n'avez plus de plaisir à vous retrouver, ça pose question. Vous voyez, c'est de ça dont il faut parler. Si effectivement vous vous retrouvez pour faire des comptes, ça va pas. Donc quel compte règle-t-elle avec vous? C'est de ça dont il faut pouvoir parler. Je pense qu'elle règle des comptes qui datent de plusieurs années. Peu importe, il faut les mettre sur la table. Mais ils sont mis sur la table assez souvent. Mais mais il faut en parler parce que vous voyez bien, sinon vous tournez en rond. Oui, mais ils sont mis sur la table, mais c'est toujours les mêmes comptes qui sont remis sur la table. Et ça fait 3 ou 4 ans. Oui, mais quel compte? Quel compte? Les comptes dans le sens où avant on était ensemble, maintenant on n'est plus ensemble. Parce que d'une part, quand on s'est séparés, moi j'ai voulu d'une part casser la routine, et j'ai voulu aussi profiter de mon fils, parce que chacun de notre côté on était mariés, et moi j'ai eu un fils, elle a eu son fils et sa fille. Moi, mon fils était petit, il avait 9-10 ans, et je voulais en profiter plus que j'en profitais avec elle. Donc, à la limite, elle considère que je l'ai un peu laissé tomber, entre guillemets, pour profiter de mon fils. Maintenant, mon fils est grand, mon fils voyage tout seul, vit sa vie. Donc, peut-être, comme vous dites, Caroline, maintenant, il faut changer autre chose. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à changer, que cette situation-là ne lui convient plus.
Alors vous vous accrochez au fait, voyez, au fait matériel en disant oui, mais si on se remet ensemble, je vais perdre ci, je vais perdre ça, je vais perdre. Mais peut-être que si vous continuez comme ça, c'est elle que vous risquez de perdre. Donc à un moment, il faut parfois accepter de perdre aussi quelque chose pour gagner autrement, parce que là, vous êtes de plus en plus dans des choses séparées. Hein. Les comptes séparés, le logement séparé, ça fait beaucoup. Vous voyez, qu'est-ce qui vous réunit encore, hein? C'est la vraie question. En fait, ce qui nous réunit encore, c'est, je veux dire, à la limite, j'allais dire plus rien. C'est un peu faux, mais les choses par rapport à il y a 3 ans n'ont pas changé. C'est-à-dire que moi, j'essaye tous les jours de me battre pour essayer de monter dans ma fonction d'auto-entrepreneur, pour essayer de se sortir. Mais vous, il faut que vous remontiez dans votre estime aussi, hein. Parce que... Je veux dire qu'avec elle, c'est pas possible, parce que je suis... alors, si c'est pas possible avec elle, ça veut dire qu'il faut peut-être envisager une séparation. Ou en tout cas, une rupture, vous, dans votre mode de vie. Oui, il faut une rupture quelque part. Bon, il faut une rupture quelque part. Il faut qu'il y ait des choses qui changent. Et déjà, sur le plan personnel, ça serait bien. Parce que vous avez besoin, vous, un peu de... Cette situation, oui, vous vous en sortez avec, comme ça, des aides et autres. Mais vous dites vous-même, ça vous valorise pas. Non, pas du tout. Bon. Non, puis je veux dire, en plus, le fait de ne pas être valorisé, on perd aussi... Je veux dire, entre guillemets, en tant qu'homme, en tant qu'homme sexuel, en fait. C'est-à-dire que, bon, là non plus, il n'y a pas... moi, elle a toujours des désirs pour moi, je pense, mais moi, non, en fait. Je me considère comme plus un homme. Oui, mais vous voyez bien que il y a des problèmes. Vous dites, elle vous en veut, elle vous en veut aussi peut-être de ça. C'est-à-dire que... Elle vous désire et vous la repoussez parce que vous n'allez pas bien et que vous ne vous considérez plus comme un homme. Pourquoi ? Parce que vous gagnez actuellement pas bien votre vie et donc ça vous atteint dans votre virilité. Ce qu'on rencontre très fréquemment chez les hommes. Oui, c'est-à-dire on associe l'argent et la puissance et la puissance sexuelle. C'est comme ça, ça ne veut pas dire c'est pourtant pas lié, mais c'est un grand classique. Bon, donc il y a tout ça, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous éloigner et aussi sur ce plan-là, parce que vous n'êtes pas bien. Donc, quand je disais qu'il y a une rupture à faire à un moment, c'est pas tant avec elle, parce que votre couple, il a surmonté bien des crises et bien des épreuves. Vous connaissez depuis l'âge de 15 ans. Je pense qu'à mon avis, c'est pas maintenant que vous allez vous séparer. Et ça serait peut-être pas d'ailleurs la solution. Mais il y a quelque chose à opérer, un changement à votre niveau. En tout cas, pour retrouver vous un peu d'estime de vous-même. Parce qu'à partir du moment où vous irez mieux, je pense que votre relation ira mieux. Parce que vous n'allez pas bien. Est-ce qu'on peut comprendre, compte tenu de votre situation matérielle où vous vous sentez diminué ? Tout à fait. Et elle vit des choses difficiles dans son travail. Donc, elle a un travail, mais qui lui crée beaucoup de tensions, de problèmes. Et vous, c'est parce que vous n'avez pas de travail que vous allez mal. Mais bon. Donc, à un moment, il faut essayer de vous faire aider pour... Je sais bien que c'est compliqué, que à votre âge, c'est plus compliqué de retrouver un travail, mais peut-être... Mais en tout cas... de faire quelque chose pour sortir de cette situation, parce que vous vous en sortez avec toutes les aides mis bout à bout, mais enfin, moralement, ça va pas du tout, quoi. Non, parce que dans ma tête, j'ai l'impression de profiter de la société, profiter de tout le monde. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire, et du coup, c'est pour ça que ça vous touche tant quand elle vous dit ça, c'est que vous avez l'impression vous vous sentez plus utile, vous trouvez plus votre place. Donc, y compris dans cette relation, vous vous questionnez. Mais c'est parce que professionnellement, il faudrait que vous arriviez à nouveau à pouvoir au moins vivre de votre métier. Voilà. Oui, ça c'est pas gagné, ça. Ouais, mais il faut essayer. Il faut essayer parce que, vous voyez, c'est quitte un peu à vous faire aider en voyant quelqu'un, en étant soutenu aussi sur le plan psychologique, parce que là, vous vous enferrez dans votre situation. Vous vous sentez plus un homme, ça va pas, quoi. Enfin, c'est pas parce que, dans les faits, c'est pas parce que vous êtes au RSA que vous n'êtes plus un homme. Mais oui, bon. à tel point que je me permets de vous couper, à tel point qu'il y a 2 mois, je me suis décidé à faire la maraude avec les Restos du Cœur. Pour essayer de faire pas de faire quelque chose, d'avoir un peu plus de... Oui, mais vous n'avez pas choisi n'importe quoi, C'est un truc qui... Non, mais c'est bon, ok, très bien, mais dans un sens, vous craignez qu'un jour, ce soit vous qui, voyez, qui deviez aller au... En fait, non, mais écoutez, il y a quelque chose à un moment, ne vous enferrez pas dans cette situation.
Il y a une façon de rebondir, autrement il y a une rupture à opérer. Oui, c'est sûr, il y a une rupture. Bon. Je suis tout à fait Parce que d'accord sinon, c'est votre couple qui va se déliter. Je pense qu'il est déjà bien dévissé. Non, mais non. Ça fait, vous connaissez depuis l'âge de 15 ans, vous en avez 58, donc vous avez surmonté bien d'autres épreuves. Mais en ce moment, je pense que vous êtes, vous, assez déprimé et qu'il faut vous faire aider. Il faut l'accepter, ça aussi. Oui. J'ai commencé, je prends peut-être beaucoup d'antennes, j'ai commencé, j'étais un peu dépressif il y a une petite année, et j'ai arrêté le traitement parce qu'en fait, avec le traitement, j'étais encore plus dépressif. Oui, c'est qu'il vous convenait pas, c'est qu'il allait pas. Mais dans les premiers temps, il peut y avoir un peu des effets secondaires dans les 15 premiers jours, mais après, ça s'améliore. Il faut que vous revoyiez un médecin, que vous fassiez le point. Il faut que vous retrouviez de l'estime de vous-même. D'accord ? D'accord. Voilà. Bon courage, Jean-Charles. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Alors, il y a un petit message qui arrive de Dulce au 7 39 21 qui dit « Moi, j'ai vécu avec mon compagnon sans être marié ni pacsé. Nous avions 2 déclarations de revenus séparées. Je comprends pas qu'on puisse perdre le RSA parce qu'on vit avec quelqu'un. Je sais pas, parce que c'est vrai que dans la mesure où on n'est pas marié, c'est quand même 2 déclarations de revenus, donc ça m'a échappé. Mais bon, moi je crois Jean-Charles, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai pas bien compris non plus. Et puis il y a Eric qui dit il faudrait qu'il se reprenne un peu soin de lui, qu'il s'occupe de lui. Pourquoi pas se remettre un peu au sport s'il en fait pas, faire de la marche rapide pour retrouver un peu de tonus musculaire et de tonus de façon générale. On va accueillir maintenant Marie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Marie. Je suis très heureuse de vous entendre. Mais moi aussi. Et d'ailleurs, je remercie tout d'abord Jeanne et Paul de leur accueil et de leur convivialité. Merci pour eux. Et c'est vrai qu'ils sont très charmants. Je ne connaissais pas du tout votre émission et ça fait que quelques mois. Et ah oui. Oui. Et comment l'avez-vous découverte alors ? Eh bien parce que je suis insomniaque. D'accord. Oui. Voilà. Donc vous avez un peu avec des gros problèmes. Vous êtes allé sur différentes stations et puis vous êtes tombé sur l'émission. Voilà, sur votre voix très agréable. Et j'ai eu l'occasion de vous apercevoir vivement dimanche. Ah oui, il y a un petit moment quand déjà. Il y avait Karine Viard, oui, à voilà, l'occasion du film Parlez-moi de vous. Exactement. Oui. Mais je vous trouve tellement pétillante. Quand je vous entends, j'ai l'impression de voir un rayon de soleil. Oh, merci, c'est gentil. Et avec vos paroles, vous arrivez tout doucement à nous donner un peu de sérénité dans ce monde de brut. Voilà. Bon, merci beaucoup Marie. Alors qu'est-ce qui vous arrive ? Parce que vous dites que vous êtes insomniaque, parce que vous avez des problèmes. Oui, j'ai fait un burn-out, le mot très à la mode. Je travaillais dans une grande boîte française de télécom. Et puis vous savez tout ce qui s'est passé et j'ai vécu des moments très difficiles. Et puis ensuite, ça s'est répercuté sur mon couple. Et ce qui fait que j'ai divorcé en 2005. Et en 2010, malheureusement, j'ai eu un décollement de la rétine et maintenant je suis borgne. Alors tout ça mélangé dans ma tête. Oui, vous avez vraiment vécu toute une accumulation de problèmes, à la fois professionnels, dans votre couple et de santé. Oui. Oui. Très important. Et cette perte de la vue me pénalise beaucoup parce que je dis toujours, avant j'étais indépendante, mais maintenant je suis dépendante. Et moi qui étais très coquette, je suis complètement à l'inverse. Oui, parce que même le terme que vous utilisez est un terme volontairement qui choque. Borgne, c'est un terme qu'on n'utilise plus tellement, mais on voit que c'est l'image que vous avez de vous-même qui est assez dégradée. Oui. Ouais. Et c'est très dur, c'est très difficile. Oui. Perdre la vue est évidemment très... C'est parce que j'aimais difficile. beaucoup lire, j'aimais beaucoup faire de mots croisés et tout. Et bon, c'est pas que je peux plus en faire, Caroline, mais j'ai plus du tout la même
énergie. Oui, c'est ça. Oui, oui. Non. Mais parce que vous avez gardé la vue d'un œil. Oui. Bon, oui, d'accord, ça c'est important. Oui. Oui, mais c'est surtout ça. Vous avez vous êtes assez déprimé en ce moment. Très. Je suis suivie. Vous savez, à 53 ans, il a fallu que je repasse un examen devant des personnes qui avaient 35 ans pour savoir si j'étais capable de tenir mon poste. Bon? Ah oui. Oui. Oui, c'est assez humiliant. C'est quand même humiliant. Oui. Et pourquoi c'était la condition sine qua non pour pouvoir rester à ce poste? C'est-à-dire que j'ai pensé à ma retraite et comme en l'an 2000, il y a eu, vous savez, une scission France Télécom, pour pas le citer, je l'ai dit, tant pis, c'est pas grave. Comment dirais-je, ça a été moitié privatisé, moitié fonctionnaire. Donc, on s'est retrouvé à un endroit, il fallait être au bon moment, à la bonne place, quoi. Et moi, j'étais pas à la bonne place, mais j'ai pensé à ma retraite. Et donc, j'ai voulu passer un examen pour avoir un peu plus pour ma retraite. Et c'est vrai que vous vous sentez un petit peu, quand même, c'est quand même... dévalorisant. Oui, c'est assez humiliant de se dire parce que on peut se remettre en question, il y a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles façons de faire, mais de là à repasser un examen, enfin tout dépend comment c'est fait, dans quel contexte. Comme si vous étiez devant un tribunal et puis on vous pose des questions et puis vous attendez le résultat pendant 2 mois et puis après on vous dit on était 5 personnes à se présenter, quoi. Voilà. Et puis après, de toute façon, déjà avant, j'avais eu du harcèlement moral par un de mes responsables. Et mon mari travaillait aussi dans la même maison. Et il m'a pas défendu ni rien. Je pleurais tous les jours pour aller travailler et tout. Oui, il n'a pas été d'un soutien pour vous. Un soutien moral. Et puis, il était gentil, Caroline, mais pas prévenant. Vous savez, il pensait jamais aux anniversaires, jamais une petite fleur, jamais un petit mot gentil. Oui. Moi, je me souviens, une fois, ça m'avait vraiment choquée. C'était la fête des mères. C'était pas pour avoir un cadeau, Caroline. C'était pas pour avoir... Mais simplement qu'ils me disent, qu'ils me la souhaitent, voyez. Oui, c'est une attention. Bien sûr, c'est pas tant le cadeau en lui-même, mais le fait d'y penser, d'avoir... C'est important d'entretenir comme ça la relation d'amour en ayant des attentions, en étant délicat vis-à-vis de l'autre, bien sûr. Alors il m'a dit, de toute façon, je te la souhaiterai pas puisque t'es pas ma mère. Mais je lui ai dit peut-être. C'est une drôle de conception, oui. Je lui ai dit, je suis quand même la mère de tes enfants. Oui. Après, je lui ai dit, tu m'offres jamais de fleurs. Mais elle me dit, pourquoi des fleurs? Il y en a plein le jardin. Qu'est-ce que tu en as besoin? Oui, c'est pas très gentil. Bon, après le matin, j'aimais bien. Quand j'allais travailler, vous savez, j'étais coquette. Alors je lui disais, comment tu me trouves? Mais elle me disait, quand tu seras moche, je te le dirai. Oui, il avait pas l'art du compliment. Hein. Alors, de ce fait-là, c'était... de fil en aiguille, ça s'est dégradé. Oui. Et puis, après, j'ai rencontré quelqu'un, et puis voilà, j'ai divorcé, et donc on a divorcé mutuellement. Et vous n'êtes plus avec cet homme que vous avez rencontré? Non. Si. Ah bon, d'accord. Bon, il y a une petite éclaircie, là, une petite trouée de ciel bleu. Oui, quand même. Oui. Et lui est attentif et très attentionné? Oui. Bon. Oui. Ça, c'est important. Ça me change... Ça me change énormément. Malgré tout, je repense toujours quand même à mon ex-mari parce que j'ai gardé la maison, si vous voulez. Et je repense à mon mari malgré tout. Alors tout ça, ça se mélange dans ma tête. Vous êtes nostalgique de cette période de votre vie avec votre mari? Oui, c'est ça. Puis quelquefois, je me dis, j'ai tout raté. Je dis, j'ai raté ma vie familiale, ma vie professionnelle. Je voulais être, entre guillemets, superwoman. Puis j'ai tout raté en définitive. Ça, c'est votre vision des choses parce que vous êtes assez déprimé en ce moment. Donc, quand on est déprimé, on a l'impression, d'être incapable, d'avoir tout raté. Mais vous avez eu une vie professionnelle qui, dans les derniers moments, a été difficile. Mais bon, on sait, dans l'entreprise que vous citez, on va pas la reciter, mais enfin, qu'il y a eu quand même de gros problèmes. Oui, donc, vous voyez, c'est pas non plus vous à vous remettre en question comme vous le faites. Vous avez une vie de couple. Alors après, malheureusement, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. On peut être amené à se séparer. Ça veut pas dire que vous n'avez pas été heureux. Vous avez des enfants.
Je comprends bien. J'ai 2 grands-enfants. J'ai un garçon et une fille et j'ai 2 petits-enfants. Ah bah dites-moi, je vois pour une vie qui serait ratée, vous voyez, il y en a bien qui aimeraient la voir. Bah oui, c'est ce que je me dis. Bon, après, je dis, bon, peut-être que Enfin, c'est parce que je suis pas bien, mais je me dis, tu devrais penser, Marie. Je dis, il y a des gens qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de chauffage, qui n'ont pas tout ça. Vous voyez, c'est parce que vous n'êtes pas bien. Donc actuellement, vous avez, il faut dire, une accumulation de problèmes dans les domaines importants le travail, le couple, pas la famille, mais le couple et la santé. Oui. Donc ça fait beaucoup. Oui. C'est normal que vous soyez très fragilisés. Mais c'est vrai que d'avoir perdu la vue, pour moi, c'est pas catastrophique, mais c'est très, très handicapant. Et alors après, je me dis, je suis punie parce que j'ai divorcé, parce que j'étais de confession croyante, chrétienne, si vous voulez. Alors j'ai dit, bon, j'ai rompu mon mariage. Je me suis dit des tas de mais choses justement, dans ma tête. si vous êtes chrétienne, vous pensez qu'un Dieu, quel qu'il soit, vous punirait parce que vous êtes séparés. Enfin, je pense qu'il est plus bienveillant que ça, vous voyez. Enfin, là, vous êtes dans des auto-accusations qui ne font que... Oui, mais ça, c'est parce que vous n'allez pas bien. Et comment êtes-vous suivi, justement? Parce que vous êtes quand même déprimé, là. Hein. Ah oui, je suis suivie. Donc, au départ, j'ai vu un médecin généraliste. Et c'est lui, au départ, il m'a détecté ce que l'on appelle maintenant la fibromyalgie. D'accord. J'en ai souffert, je souhaite à personne. Ah non, c'est très pénible. C'est pour ça aussi que vous êtes très fatigué. Oui. Et puis, suite à ça, il m'a dirigée vers une psychiatre que je vois tous les mois. Et puis, quand j'ai vu cette psychiatre, après, j'ai eu cet ennui de l'œil, puisque j'ai perdu la vue d'un seul coup. J'ai été opérée 6 fois. J'ai toujours cru, Caroline, que j'allais revoir. Oui, vous avez espéré, oui. Et pourtant, je suis allée à Paris, je suis allée à l'Hôtel Dieu et tout. Et puis, bon, il n'y a rien de mieux à faire. Et puis, bon, après, je repense à mon enfance, quand je me disais, bon, j'étais heureuse, tout ça. Non, mais vous voyez du noir en ce moment. Et pourtant, je suis tombée, vous savez, je vais vous dire, je suis sincère, de toute façon, même s'il y a des gens qui m'écoutent, peu importe. Vous voyez, moi, j'étais une petite fille, j'étais adoptée. Hein, et c'était dans les années 50, c'était pas démocratisé comme maintenant, vous savez. Oui. Et je n'ai jamais voulu connaître mes parents biologiques, parce que les parents que j'ai aimés de tout mon cœur et à qui je pense toujours, sont eux qui m'ont donné l'éducation, l'instruction, le peu que j'avais. Et je voulais pas avoir ce conflit, comme je vois beaucoup dans les émissions, vous savez, où les gens recherchent leurs racines et puis après ils sont encore... C'est plus conflictuel après, je trouve, parfois. Et j'ai tout ça qui se mélange dans ma tête. Oui, il y a beaucoup de choses qui se mélangent et où vous êtes dans, si vous voulez, avec un sentiment d'échec par rapport à votre vie. Mais ça, c'est, je pense, très lié à votre état dépressif. Je ne sais pas ce qu'en dit votre psychiatre, mais est-ce que vous avez... une fois par mois, c'est pas beaucoup, hein? Non, mais elle est surbookée, alors elle ne peut pas me prendre plus. Et il n'y a pas quelqu'un qui pourrait vous recevoir un peu plus souvent, quand même Il faudrait que j'essaie de voir. Oui, moi je crois. Hein. Vous pensez qu'il faudrait que je voie quelqu'un? Ah oui, plus qu'une fois par mois, là. Un psychiatre, parce que j'ai vu une psychologue et j'ai entendu l'autre personne avant, une psychologue, et ça s'était pas bien passé parce que bon, j'ai voulu la voir et elle m'a répondu, de toute façon, je n'attends pas après vous savez, la clientèle... J'en ai tellement, alors bon, c'est tout. Oh là là, vous avez bien fait de plus aller la voir. Tenir de tels propos, c'est d'un cynisme. La clientèle, d'abord, ce ne sont pas des clients, hein, les patients. Hein. Ah, non, mais il fallait payer 4 séances à l'avance. Oh, c'est inadmissible, ces pratiques. Qu'est-ce que c'est que c'est... C'est vrai. Et puis, c'est de l'escroquerie, hein. On n'a pas à payer de séance à l'avance. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis de ce fait-là, je trouvais que ça, c'est une mentalité. Elle devrait. Oui, mais elle fait pas de la thérapie, elle fait du business. Voilà, c'est ça.
Donc, de toute façon, oui, non, bien sûr que heureusement que vous n'avez pas continué. Non, c'est scandaleux. Mais non, mais vous pouvez trouver. Là, c'est pas parce qu'elle est pas bien, cette dame, c'est parce que elle est vraiment surbookée. Elle a vraiment. Voilà, mais oui, non, mais ça, malheureusement, ça arrive. Un centre, elle fait un CMP et elle fait aussi un centre au niveau de l'hôpital. Donc elle est très très sollicitée et puis bon, je pense que c'est comme dans tous les domaines, il y a de moins en moins de personnel dans les hôpitaux, quoi. Ils réduisent les frais aussi. Et puis bon, mon divorce me reste, c'est vrai, ça m'est resté très difficile parce que mon mari m'a dit si tu veux divorcer, tu paieras les frais d'avocat. Et puis je veux la moitié, je veux que tu me payes tous les travaux que j'ai fait dans la maison. Je dis moi j'en ai pas fait. Je dis j'ai pas fait le ménage, j'ai pas fait la lessive, j'ai pas fait le repassage, j'ai pas fait. Et tout ça, ça me revient. Oui, mais il faut vraiment que vous en parlez parce que là c'est quand même typique de rumination assez dépressive. Hein. Oui. Donc vous avez un traitement, me dites-vous ? Oui, j'ai un antidépresseur. Mais il n'a pas l'air de bien marcher. Hein. Ah non. Et puis le soir je prends un somnifère et un. Vous le prenez depuis combien de temps, ce traitement ? Ça fait 5 ans. Oui, il marche pas bien. Hein. Non. Vous devriez être mieux. Hein. Mais quel que soit, évidemment, il y a ce problème de santé qui vous affecte terriblement, mais on voit bien qu'après, comme vous dites, tout est mêlé. Oui. Donc, je veux dire, en prenant un tel traitement depuis 5 ans, vous devriez être dans des ruminations aussi pessimistes. Et je me culpabilise, Caroline. Oui, mais ça, c'est typique aussi. C'est typique de la dépression. Et puis, je dis mon œil. Je dis pourquoi mon œil ? Je dis pourquoi ça n'a pas été autre chose ? Parce qu'en définitive, je conduis plus parce que je suis plus sûre de moi. Parce qu'en définitive, c'est mon œil droit. Donc, si vous voulez, la priorité étant à droite, j'ai toujours peur de ne pas bien voir puisque je n'ai plus de champ visuel. Bien sûr. Et puis, je veux pas mettre la vie des autres en danger. Et puis, je me sens diminuée, si vous voulez. Oui, mais fatalement. Mais en plus, vous êtes derrière dans un état quand même très, très ralenti. Alors, il y a la fibromyalgie. Vous avez contacté l'association ? Il y a des associations qui s'occupent. Pour que vous ayez un peu des aides, peut-être reprendre un peu une activité, un peu dans l'eau, des exercices, un peu de natation, des choses. C'est très bon pour ça. Exactement, vous avez tout à fait raison, Caroline. Je l'ai fait. Et puis, vous allez voir une magnétiseuse. D'accord. Et ça vous fait du bien ? Et elle m'a soulagée énormément. Oui. Oui. Tant mieux. Je n'y croyais pas tellement, mais bon. Mais si elle vous fait du bien, écoutez, continuez à la voir. Hein. Mais c'est vrai en revanche, il faudrait que vous voyiez vraiment sur le plan psychologique, vous voyez quelqu'un et pas seulement une fois par mois. C'est pas assez là, vu ce que vous me dites de vous. Que je vois quelqu'un oui, de façon plus régulière. D'accord. Vraiment. Alors. Voilà, Caroline, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est important parce que là, vous restez. Il ne faut pas rester avec une telle souffrance. Non. Et c'est vrai que mon compagnon actuel est très gentil avec moi. Nous sommes ensemble depuis 2007. Il est très gentil avec moi, mais j'ai un sentiment bizarre. J'ai toujours l'impression que je suis avec mon mari, que je trompe mon mari. C'est quand même dingue. Je dis, c'est pas possible. Je me trouve anormale. Oui, mais il faudrait en parler. Vous voyez, ça vous aiderait aussi à aller mieux. Et vous ne pouvez pas le faire en la voyant seulement une fois par mois. Parce que vous ne pouvez pas investir cette relation tant que vous n'avez pas désinvesti la relation avec votre mari. Or, vous avez fait un bloc, tout est associé. Les mauvaises conditions à la fin dans votre travail, vous dites ça a rejailli sur votre couple, vous vous êtes séparés, ce problème de santé. Tout s'est accumulé et vous n'arrivez plus à faire la part des choses. Et vous n'arrivez plus à profiter de votre vie présente et de ce qu'il y a de bon aussi dans votre vie. Il n'y a plus rien qui m'intéresse. Oui, mais parce que vous n'avez pas de goût et parce que votre dépression, elle est mal soignée. Je n'ai même pas envie de m'habiller. Oui, mais si vous voulez, ce que je veux vous dire, s'il y a une chose qu'il faut que vous reteniez, Marie, c'est que le traitement qu'on vous donne ne marche pas. Parce que sinon, vous ne seriez pas dans cet état-là. D'accord. Donc, à un moment, vous voyez, il faut pas se résigner. Et il y a plusieurs familles d'antidépresseurs, il y a plusieurs molécules et vous ne réagissez plus à cette molécule-là ou pas bien. Donc il faut en essayer une autre
Parce que vous devez ressentir une amélioration, mais vraiment nette, hein, dans votre façon de voir le monde, en retrouver de l'allant, de l'envie de faire les choses. Vraiment, ça doit être manifeste. Et parallèlement à ça, pour mettre toutes les chances de votre côté, c'est aussi avoir une psychothérapie de soutien, mais ça veut dire à raison d'une séance par semaine. Une séance par semaine. Ah oui. D'accord. Oui, tout à fait. Et en changeant votre traitement. Hein. Et en changeant mon traitement. Ah oui, parce que là, il marche pas bien. Parce que là, voilà. Et il faut le dire. Il faut pas se prendre un traitement comme ça pendant des années si à un moment il n'y a plus d'effet. D'accord ? Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire 2 TS. Oui, mais bon, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, bon, donc là, il faut que vous arriviez à sortir de cette souffrance, de cette culpabilité, en étant bien suivi, parce que là, vous n'êtes pas bien suivi. D'accord ? D'accord. Et il y a des moments, je me sens bien, je me sens pleine d'allant. Et puis, il y a des moments, mais je suis vraiment au ras des pâquerettes. Et puis, c'est là que tout se remet comme si, vous savez, on me mettait une bobine de film comme dans le temps, que je me la repasse sans arrêt. Voilà. Voilà, Caroline. Enfin, en tous les cas, je suis très contente de vous avoir vu et puis que vous m'ayez conseillé. Oui, enfin, en tout cas, il ne faut pas vous résigner, hein, parce que c'est souvent le problème dans les cas de dépression, c'est qu'on pense que voilà, on ne va plus jamais sortir de cet état. Alors certes, vous avez aussi des raisons évidemment objectives de ne pas aller bien, mais pour autant, vous êtes là dans une trop grande souffrance morale et donc il faut essayer de mettre en place une autre approche pour pouvoir vous en sortir. Il n'est pas normal que vous restiez comme ça avec des idées aussi sombres, aussi noires, en étant soigné pour la dépression. Et en plus, je vous dis parallèlement, il faut associer, outre un changement de traitement, une psychothérapie de soutien beaucoup plus régulière. Bon courage, Caroline. Marie. Je vous remercie infiniment pour vos conseils et de votre gentillesse surtout. Au revoir Marie, merci beaucoup de votre confiance. Merci. Caroline Dublanche sur Europe 1. Césaria Evora. Allez, des messages pour Marie de Violaine qui dit bon courage Marie, je vous embrasse bien fort. Et puis Amanda de Corse qui dit recevez toute mon affection de Corse, je vous embrasse. Et puis également pour Jean-Charles, un petit mail d'Anne qui dit je connais cette impression de perte d'estime, je l'ai regagnée en m'avouant que je n'étais pas faite pour être entrepreneur. L'admettre, c'est accepter d'aller mieux et libérer ses espoirs. Profitez de vos temps libres aussi pour prendre la joie gratuite, les parcs, les musées. Je vous envoie de bonnes ondes. Et puis, j'avoue mon ignorance et merci à vous de m'avoir apporté cette information. Pour le RSA, à partir du moment où il y a concubinage, déclaré ou non, ce sont les revenus de l'ensemble du foyer qui sont pris en compte. Donc, effectivement, Jean-Charles disait bien la vérité. Si en couple, il perdrait son RSA. Sinon, vous dites autrement, il y aurait fraude, évidemment. Merci à vous pour ces 2 heures passées ensemble. Et à demain, je vous souhaite une très belle nuit. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1. C'est l'heure des informations présentées par Laurence Gontier.